Il est un fait, sinon un phénomène, que désormais au Bénin, quand vous commettez la maladresse de prendre la moto ou de prendre un bien qui ne vous appartient pas tout simplement, vous subissez la vindicte populaire. Le phénomène a pris tellement d'ampleur que même le Conseil des ministres a décidé de statuer là-dessus. Mais avant la décision du Conseil des ministres, il est un homme qu'on ne présente plus. Mais il a nom, Edgar Gidibi, qui a fait un post sur Facebook et on se demande si c'est ce post qui a eu écho ou si c'est simplement l'horreur des images relayées sur les réseaux sociaux qui ont fait prendre conscience au gouvernement Patrice Talon. Et c'est tout le sujet et l'invité de cette semaine que reçoit pour vous la rédaction de Esaü TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Edgar Gidibi, bonsoir. Bonsoir à vous et à tous nos amis téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de Esaü TV. C'est un plaisir pour moi. D'accord. Nous allons parler, comme je le disais à l'entrée, de la vindicte populaire. Je vous cite. Non au crime, non à la peine de mort, non à la vindicte populaire au Bénin. Edgar Gidibi a publié ça, c'était quand déjà sur Facebook, sur votre page? Je ne me rappelle même pas, mais je dois préciser qu'en fait, je ne suis pas l'initiateur de cette campagne. J'ai vu une campagne qui avait été faite par des gens qui étaient horrifiés par le sujet. Je l'ai relayé, je l'ai appuyé de mes propres arguments. C'est vrai que j'ai aujourd'hui au Bénin l'une des pages Facebook les plus vues. Et donc, je crois que l'écho de mon relais et la caution que j'ai donnée en argumentant, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'injures et d'agressions sur ma page Facebook. Ça, par contre, je suis habitué. Donc, disons que j'ai donné peut-être le plus grand écho à cette campagne en l'appuyant et en répondant d'ailleurs, en discutant beaucoup avec les internautes qui ne comprenaient pas cette campagne. Cela a donné un certain écho, mais je ne suis pas l'auteur de la campagne. Je crois que plusieurs Béninois, et je rends grâce à Dieu, étaient horrifiés par cela. Et je félicite aussi le gouvernement qui a promptement réagi. Nous allons parler de la décision du gouvernement, mais avant, vous déjà, qu'est-ce qui vous a marqué dans la vindicte populaire? Pourquoi avoir choisi de mener cette lutte? Alors, plusieurs choses qui ne datent d'ailleurs pas d'aujourd'hui. Parce qu'il faut bien dire que le phénomène n'est pas nouveau. On a déjà vu ça ici. On l'a vu parfois même avoir tendance à s'institutionnaliser avec des gens comme le colonel Dévi à l'époque. Et je crois qu'à l'époque, le gouvernement de l'époque avait déjà réagi. Je me rappelle que quand j'étais enfant, ça c'était un cas qui m'avait marqué. Nous avions un cousin qui s'était ainsi fait agresser. C'était un cousin qui un jour était parti, il s'était réveillé tôt le matin, comme les gens font, et puis il était parti un peu sur l'état d'ordure pour faire ses besoins. Et il se faisait qu'il y avait, je crois, quelqu'un qui ne l'aimait pas ou quelqu'un qui cherchait sa copine ou un truc comme ça, et que pour lui créer des problèmes avait crié au voleur. Et ce matin-là, lui, effectivement, n'était pas quelqu'un de très dynamique, lui non plus. Il avait paniqué et puis s'était mis à fuir, de peur que justement, puisqu'on a crié au voleur, il soit lynché. Alors qu'il n'avait rien volé, mais il avait bien senti la manœuvre. Et bien, il s'est mis à fuir et tout le monde l'a poursuivi, les gens l'ont lapidé, les gens l'ont lynché. Fort heureusement, quelqu'un a dit, mais pendant qu'on y est, qu'est-ce qu'il a volé? Et a commencé, heureusement que cette fois-ci les gens sont calmés, parce qu'en général, les gens ne se calment même pas, on vous lynche jusqu'à la mort. Et heureusement, il a eu la grâce de Dieu que les gens aient cherché à savoir, mais finalement, qu'est-ce qu'il a volé, pour se rendre compte qu'il n'avait rien volé. Cela lui a sauvé la vie, mais il avait été presque mort déjà, parce que c'était bien l'intention des gens. Et j'ai vu beaucoup d'autres cas, on a plein de ces cas dans le pays, je reviendrai là-dessus. Il y a même des cas où j'estime que même la police fait de la vindicte populaire. On a vu, je crois, il y a quelques mois ou années, le fils du colonel Mikio Diaon, qui ici dans ce pays a été abattu froidement, en pleine soirée par des policiers. C'est une forme de vindicte dont on ne parle pas. Donc le phénomène est vieux, il m'a toujours horrifié, et surtout en tant que serviteur de Dieu, j'ai de nombreuses raisons de dire aux gens que ce n'est dans l'intérêt de personne que d'agir ainsi. Et donc, j'ai vraiment de nombreuses raisons d'estimer que ça n'a pas de sens. Cela n'arrange personne, même pas les victimes, pour des raisons qu'on pourra toujours évoquer tout à l'heure. Vous avez dit que vous êtes serviteur de Dieu, ouais. Et ça se comprend. Alors pourquoi vous avez choisi, par exemple, dans votre message adressé à vos internautes sur Facebook, d'évangéliser en même temps, puisque votre message, vous l'avez conclu avec le livre d'Éphésiens et de Romains, je crois. Tout à fait. Alors, d'évangéliser, oui, mais ce n'était pas mon premier objectif. Vous savez, le référentiel des hommes n'est pas celui de Dieu. Et ce qui paraît sage aux hommes est une folie pour Dieu, et l'inverse est vrai. Et les voies de Dieu sont aussi loin de celles des hommes que le ciel, le terrain et la terre. Un homme qui ne connaît pas Dieu va raisonner en tenant compte de ce que j'appelle la réalité. On voit les choses et on en déduit qu'est-ce qu'il faut faire. Mais le serviteur de Dieu et le chrétien qui connaît Dieu doit agir en tenant compte de la vérité.
La différence entre la vérité et la réalité, c'est que la réalité, c'est ce que vous voyez, ce que vous pouvez toucher, ce qui est palpable. La vérité, c'est ce qui est. Hélas, la réalité n'est pas toujours vraie et la vérité n'est pas toujours réelle. Dit autrement, quand vous regardez par exemple ma main, elle est propre. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que si vous mettez un microscope, vous mettez des réactifs, comme toute personne qui salue des gens, qui a touché son volant, qui a touché une portière, il va y avoir de la poussière sur ma main. Donc la réalité vous fera affirmer que ma main est propre, mais la vérité, c'est que ma main est sale. Et donc, quand on n'a pas ce discernement, ce qui paraît n'est pas toujours ce qui est. Je donne un petit exemple. Tout le monde pense que s'il y a de plus en plus de voleurs et qu'on commence à les tuer, il va y avoir de moins en moins de voleurs. Mais c'est totalement faux. La vérité, c'est que plus il y a de voleurs agressés et tués, plus il y a de vols. Mais qu'est-ce que cela change? Cela change simplement que les voleurs sont de plus en plus agressifs et meurtriers. Mettez-vous à la place d'un voleur. Quand il vole et qu'il sait qu'on va à la limite se plaindre que rien ne va se passer, il va voler puis il ne prend pas de disposition particulière. Mais s'il sait que s'il se fait prendre, il va se faire lyncher à mort comme il le voit tous les jours, il va s'armer d'un couteau, d'un pistolet, il va savoir que c'est sa vie ou celle de sa victime. Et s'il a l'impression que la victime peut simplement crier, il va préférer l'assassiner que de partir. Donc, le fait de généraliser le meurtre des voleurs va avoir paradoxalement pour conséquence l'agressivité décuplée, la tendance au meurtre décuplée, et pour des raisons beaucoup plus banales du voleur. Ce n'est pas des faits séparés, c'est bien une suite logique de faits. Et c'est ça la volonté du diable. L'autre chose que j'ai fait de dire à travers les versets que j'ai cités, c'est de dire aux gens, un peu comme on lit dans le monde, nul n'est méchant volontairement. Et on l'oublie trop souvent. La vérité, c'est que les gens qui deviennent des criminels, des voleurs, il y a des raisons à cela. Je dis toujours, et les magistrats qui s'occupent des enfants et consorts me le confirment, vous ne verrez jamais un enfant né et ayant grandi dans un foyer normal, un père et une mère qui s'aimaient, qui ont vécu ensemble, qui lui ont donné de l'amour, qui lui ont fait une éducation. Vous ne verrez jamais un criminel, un drogué, un violeur, un tueur sorti d'une famille comme ça. Monsieur Tous ces criminels sont des personnes qui ont eu comme vie une famille éclatée ou irresponsable, qui ne leur a pas donné l'éducation et l'encadrement qu'il fallait pour être ce qu'il fallait dans la vie. Donc, à la base, c'est quasiment des victimes. Pire, c'est que, comme nous le dit la parole de Dieu, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, pas la personne, mais les esprits qui les animent. Et là, je vous pose une question que j'ai posée à certains internautes. Certains m'ont demandé, mais pourquoi les voleurs aussi n'arrêtent pas de voler? Je dis, mais pourquoi l'alcoolique n'arrête pas de boire? Pourquoi l'adultère, malgré qu'il sait que c'est dangereux, qu'il peut se faire prendre, n'arrête pas d'être adultère? Pourquoi le drogué n'arrête pas de se droguer? Eh bien, parce que ce n'est pas dans la capacité d'un homme qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas la puissance de Dieu, que de lutter contre ses penchants péchés. Quand le diable se saisit d'un homme, il est comme un véhicule qu'un chauffeur prend. Aucun véhicule ne peut empêcher le chauffeur de conduire là où il veut. Et donc, j'ai donné ces versions pour y revenir, pour attirer l'attention des gens sur le fait que nous n'avons pas à combattre les voleurs, mais nous avons à combattre les démons et le diable qui font de quelqu'un un voleur ou un violeur ou un adultère, et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Notre ennemi commun, celui des victimes comme des voleurs, c'est le diable et pas les voleurs. D'accord, M. Edgar Bidibi. Contrairement aux exemples que vous avez donnés, nous avons des exemples types, par exemple, où dans des zones réputées dangereuses, par la vindicte populaire, il est arrivé qu'il n'y ait plus jamais de cas de vol ou de braquage. Je prends l'exemple de PK14, par exemple, où entre-temps, il était carrément impossible de rentrer à 19h, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ou même l'exemple du colonel Davy que vous avez donné, on a quand même remarqué qu'à l'époque, relativement, le vol avait cessé. Je ne sais pas, je n'ai pas fait statistique, mais je suis convaincu d'une chose. On peut peut-être déplacer un problème, on peut le remaquiller, mais si tuer les voleurs détruisait le vol, depuis les années où on les tue, je pense qu'il n'y en aurait plus. D'accord. Et je voudrais le voir, c'est un phénomène cyclique. S'il y a une amélioration de la situation économique, en général, le vol va avoir tendance à diminuer. Si, comme là actuellement, il y a la crise économique, le Nigeria qui est en difficulté, les affaires qui ne marchent pas, les gens qui n'ont pas d'argent, cela crée toujours une recrudescence de l'insécurité. Donc, personnellement, je ne suis pas convaincu que dans la durée, il peut peut-être avoir des accalmies, mais je ne suis pas convaincu que dans la durée, le meurtre gratuit des voleurs règle le problème. Je pense que nous allons regarder, je vais donner cet exemple, prenez le cas des États-Unis. C'est quand même un pays au monde où d'abord il y a la peine de mort et elle est assez prompte. Vous l'avez cité dans votre publication d'ailleurs. Tout le monde est armé et a le droit de s'autodéfendre. Mais si le fait de pouvoir s'autodéfendre et de tuer impunément les voleurs amenait de la sécurité, les États-Unis c'est le pays le plus sûr au monde, mais c'est le pays le plus dangereux. C'est le pays où juste pour vous prendre votre porte-monnaie, on va vous abattre, on va vous tuer. Pourquoi le bandit américain est tout le temps en train de tuer sur les gens, même pour leur prendre une montre? Parce que justement, tout le monde a le droit de tuer un voleur. En conséquence, tout voleur se prépare pour tuer sa victime. Il y a toujours un piège à utiliser la violence. Dieu nous dit de répondre à la violence par l'amour.
on n'éteint pas le feu par le feu. Personne ne peut neutraliser le mal par le mal. On triomphe du mal par le bien. C'est un principe auquel personne ne peut échapper. Edgar Gidibi qui continue sa sensibilisation. Mais dites-nous, vous donniez par exemple l'exemple de l'éducation reçue par ces voleurs. Comment est-ce qu'on devient voleur? Vous avez dit qu'une famille bien établie, un enfant bien éduqué ne saurait devenir voleur. Ne devient jamais voleur. Ne devient jamais. C'est sur le mot jamais que je souhaite revenir. Parce qu'il y a quand même des enfants qui, a priori, à première vue, on se dit qu'ils sont très bien éduqués, qu'ils sont de bonnes familles, mais qui, en réalité, dans la société, ne reflètent pas ce que reflète leur famille. Nous n'avons pas la même conception de ce que j'appelle une bonne famille. La bonne famille, ce n'est pas la famille de parents riches. Bien au contraire, aujourd'hui, c'est les familles les plus mauvaises en termes de responsabilité. Ce dont je parle, ce n'est pas de la richesse des parents, ce n'est pas la notoriété des parents. Je parle de l'amour, de la vie sociale, des valeurs qui sont inculquées aux enfants. Un enfant qui naît dans une famille où son papa est riche, et donc est tout le temps en train de courir derrière l'argent, il n'est jamais à la maison. Où la maman, sous prétexte d'émancipation, travaille, il n'est jamais à la maison. L'enfant est abandonné au domestique, au chauffeur, est sur Internet, regarde la pornographie avec ses amis drogués. Cet enfant ne manque de rien matériellement. Oui. Mais c'est justement pour ça qu'il va devenir un cas social. C'est un enfant qui n'a pas reçu l'éducation, un enfant de cœur n'a pas été circoncis, on ne lui a pas mis les limites, on ne lui a pas appris la vérité, on lui a tout permis. Cet enfant a grandi en croyant qu'il peut tout se permettre et que chaque fois qu'il n'a pas ce qu'il veut, il peut franchir les limites de la morale, de la valeur pour avoir ce qu'il veut. Les parents n'ont jamais été là pour le voir, pour l'encadrer, pour lui apprendre avec amour, mais avec autorité, à faire ce qu'il faut. C'est ça qui détruit un enfant. Ça va être aussi de plus en plus des familles divorcées, des familles où le papa a plusieurs femmes ou a des maîtresses, il n'est jamais là. C'est tout ça qui produit des enfants comme ça. Donc je disais une famille unie, où le père et la mère sont ensemble. Il y a par exemple des femmes aujourd'hui qui ne travaillent pas ou qui travaillent à leur propre compte pour avoir le temps de s'occuper de leurs enfants. Une famille dont les parents vont prendre le temps de passer le temps avec leurs enfants, de les éduquer, vont prendre la peine d'amener leurs enfants à l'église, de leur enseigner des valeurs, de leur inculquer des valeurs. Comme on dit, il y a des enfants de pauvres, mais qui sont des enfants bien éduqués, auxquels leurs parents ont communiqué des valeurs. Je parle ici non pas de la richesse des parents, mais des valeurs qu'on a communiquées à un enfant. Et quand vous demandez aux policiers, vous demandez aux magistrats, vous diront le parcours, l'histoire de tous les criminels était naturellement de nature à les conduire là. Et c'est pour ça que j'estime, vous allez voir certains pays comme la Suède, dès qu'on va prendre en charge davantage la question de l'épanouissement des familles, la question de l'éducation des enfants, je ne parle pas de leur enseignement à l'école, de leur éducation, aux valeurs morales, quand on va régler le problème de la formation des enfants, on aura réglé le problème de la criminalité. Un jour, on pourra fermer les prisons, ou en tout cas en réduire, si en amont on s'occupe des enfants. Or, aujourd'hui, c'est vraiment la catastrophe de ce point de vue-là. En attendant d'en arriver là, le gouvernement Talon propose, pour pallier aux vindictes populaires, fait des enquêtes. Ils instruisent les ministres de la Justice, le ministre de la Sécurité et le ministre de la Sécurité, le ministre de la Justice, pour des enquêtes, sanctionner les auteurs, les co-auteurs et complices de vindictes populaires. Edgar Gidibi, vous pensez que c'est une mission possible? Possible, oui. Est-ce qu'elle va être faite? Je ne sais pas. Ma peur est la suivante. Oui. J'estime qu'il y a plusieurs causes à la vindicte populaire. Il faut peut-être qu'on revienne un peu en arrière. D'accord. La première de ces causes, naturellement, c'est la recrudescence du vol, du crime. Et les populations ont à juste titre l'impression que les voleurs sont de plus en plus agressifs, ils coupent les mains aux gens, ils blessent les gens. Mais on pourrait aussi dire que la population n'a plus foi en sa justice. Oui, ça va, je vais venir là, j'étais en train d'évoquer toutes les raisons qui expliquent un peu la vindicte. D'accord. Donc il y a cette recrudescence, même si je pense qu'elle est aussi liée à la vindicte, et en tout cas une recrudescence de la violence, avec aussi évidemment l'accès plus facile aux armes, la proximité du Nigeria et consorts. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la population n'a plus foi en sa justice. Mais il faut faire attention. C'est un couteau à double tranchant. En fait, nous avons un nouveau code des procédures pénales. Et à cause des droits de l'homme et de la volonté de nous harmoniser avec le monde, ce code respecte davantage la présomption d'innocence. Et comme dans les pays développés, ces nouvelles procédures sont telles que le fardeau de la preuve de la culpabilité incombe vraiment à la police, à la justice. Cela veut dire que là où avant, on pouvait arrêter quelqu'un dans des conditions plus ou moins abusives de ses droits de l'homme et que sans preuve évidente, parce que le policier en est convaincu, que le juge en est convaincu, on pouvait l'incarcérer ou l'intimider et le garder aux frais. Les lois sont tellement protectrices aujourd'hui des droits de l'homme que si la police n'est pas très rigoureuse, elle va avoir un grand bandit, elle va le présenter au procureur et pour peu qu'il ait un bon avocat, le tribunal sera obligé de le relaxer. C'est vrai qu'on va me dire qu'il y a des cas où les juges sont corrompus,
Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de cas où le juge n'a pas le choix que de relaxer les gens. Je vais vous donner un exemple. Il y a aussi des absences de preuves. C'est ce que je veux dire. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir quand vous regardez par exemple les films à la télé, dans les autres pays, il y a par exemple la police scientifique. Parce que la loi là-bas permet de relaxer toute personne s'il n'y a pas assez de preuves. Dès qu'il y a le doute, on acquitte les gens. Ils se sont donné les moyens scientifiques, empreintes, ADN et consorts, de faire des enquêtes. Il y a des caméras partout dans certains pays pour documenter, pour prouver les faits. Dans notre pays, nous sommes passés à ces réglementations qui protègent, c'est vrai, les droits de l'homme et qui permettent de ne plus incarcérer n'importe qui, n'importe comment. Mais je n'ai jamais vu dans notre pays quoi que ce soit qui ressemble à un dispositif pour permettre à la police d'obtenir le niveau de preuve qu'il faut pour incarcérer les gens. Je donne des exemples. Moi, par exemple, dans mon entreprise, j'ai eu un collaborateur malhonnête qui, alors que les règles disaient que personne ne reste dans l'entreprise la nuit, il a été surpris plusieurs fois en train de dormir dans son bureau. On l'a sanctionné, on le lui a rappelé. Il y a des caméras partout. Mais on l'a surpris à plusieurs reprises, alors qu'il était censé ne pas être là. Il s'était caché dans son bureau. Il est sorti de son bureau la nuit, il a circulé dans le bâtiment. On a plein de caméras globales qui montraient sa présence. Il a eu le temps de défoncer un coffre-fort et de prendre dedans plus de 5 millions. Nous avons prouvé par les caméras qu'il était dans la salle. Nous avons montré qu'il y avait des vêtements qu'il avait oubliés. Bref, tout indiquait qu'il était là alors qu'il n'était pas censé être là, le bâtiment était fermé. Mais quand on l'a présenté au procureur, le procureur l'a relaxé. Parce que nous n'avions pas d'image précise où on le voit en train d'ouvrir le coffre. Donc quelqu'un est fermé dans un bâtiment, il n'est pas censé être là, il y a un coffre qui est défoncé, et le procureur vous dit, et il a raison d'après la loi, tant qu'on ne l'a pas vu en train de voler, on peut peut-être le poursuivre pour être dans le bâtiment, ce qui n'est rien, mais on ne peut pas le poursuivre pour avoir fait ça. Vous prenez par exemple l'actuel président, dans l'affaire tentative d'empoisonnement, pourquoi il a été relaxé? Parce qu'il y a une disposition légale qui dit que, quel que soit ce que quelqu'un fait, si l'action malveillante qu'il a commise est en vue d'une autre action, tant que cette dernière action qui a la finalité n'est pas commise, on ne peut pas poursuivre la personne, il appelle ça des faits préparatoires. Donc dans le cas de l'actuel président, on a estimé que oui, il y avait des faits préparatoires qui étaient avérés, mais comme l'action finale n'était pas accomplie, on l'a relaxé. Ça ne voulait pas dire qu'il était forcément innocent, je ne sais pas s'il était coupable, mais ça voulait dire que la loi, même si c'était clair qu'il a préparé, permettait qu'on le relaxe. Mais avec ce genre de dispositif, si on ne donne pas à notre police les moyens d'être rigoureuse et de collecter des preuves scientifiques, de plus en plus des grands criminels vont être relaxés. Et quand le criminel, moi j'ai un policier qui est ami qui m'a dit, mais moi j'ai fait un jour une opération, pendant toute une journée on a couru derrière des bandits, on allait de toi en toi, ils nous tiraient dessus, on a risqué notre vie. On a fini par les arrêter, on les a présentés au procureur. 3 jours après, le gars est venu me dire bonjour dans mon bureau pour me dire que bon, il est sorti, que c'était pour me dire merci de l'avoir arrêté. Quand vous voyez des choses comme ça, le policier n'a même plus le zèle et l'envie d'aller risquer sa vie pour arrêter les bandits. Parce que le lendemain, ils viendront le narguer. À la limite, il n'est même pas en sécurité parce qu'ils peuvent l'agresser lui-même. Oui. Cela veut dire que nous avons ce problème qu'on ne parle pas assez. Si notre État, si nos gouvernements, malgré toute leur bonne volonté, ne prennent pas les dispositions pour donner aux forces policières, à la gendarmerie, à la police judiciaire, les moyens de bien monter leur dossier, avec les lois qui sont en place actuellement, nous allons avoir, hélas, de plus en plus de relax de criminels. Et naturellement, les populations qui n'ont pas forcément la culture juridique pour comprendre ce qui se passe vont dire la justice est corrompue, les policiers ne font pas leur boulot, donc nous allons faire nous-mêmes. C'est l'une des principales causes de mon point de vue à la vindicte, aussi bien populaire qu'à la vindicte policière. Parce que quand nous prenons le cas, par exemple, du fils colonel Micho Diaoun, et il y a d'autres cas dont on ne parle pas, on voit à la télé, par exemple, des gens dire il y a une opération policière, 10 braqueurs ont été abattus, 4 braqueurs ont été abattus. Au moins des gens étalés par terre, donc c'est des gens qui ont été tués dans une opération. Étaient-ils vraiment des braqueurs? Personne ne le sait. Ils sont morts, ils ne peuvent pas se défendre. Je donne un exemple. Si quelqu'un cherche par exemple votre femme, et qu'il est quelqu'un qui est proche de la gendarmerie et de la police, il peut très bien venir vous faire abattre dans votre maison, vous étiez en slip, on dit que voilà, on vous a pris dans la rue, vous étiez en train de faire un braquage. Personne n'aura jamais l'occasion de vous interroger. Et je suis convaincu que tout ce qu'on nous montre à la télé, comme des braqueurs tués, qui nous dit que c'est vraiment des braqueurs? Même si on est bien content que des braqueurs soient tués parfois, la question c'est, ne permet pas qu'on fasse aux autres ce qui pourrait un jour être fait sans qu'on ne puisse te défendre. Et je n'estime pas normal dans un pays démocratique, même quand c'est des braqueurs, qu'on puisse les abattre comme ça, sans aucun procès, sans aucune preuve. J'ai été la dernière fois en France, j'ai un cousin qui est dans la police, mais il me disait, nous sommes armés. Mais même avec ton arme, tu n'as pas le droit de tirer sur quelqu'un, sauf dans certains cas. Déjà, s'il n'est pas armé, tu n'as aucune excuse pour tirer sur lui. Si maintenant il est armé, la première chose c'est que tu dois tirer pour le neutraliser. Soit tu le désactives en termes d'armes, soit tu le mets à terre par son pied, ainsi de suite. Tu ne dois tirer sur quelqu'un, sur un point vital qui peut le tuer, qu'en cas de force extraordinairement majeure. Et quand quelqu'un meurt, il y a une enquête,
s'il est démontré que tu aurais pu ne pas le tuer, que tu aurais pu le neutraliser autrement, on va te poursuivre pour usage abusif de la violence. Ce qu'on a vu aux États-Unis. Oui. On est loin de tout ça ici. Oui. Nous allons revenir à la décision du Conseil des ministres. Est-ce que c'est une mission possible? Faire des enquêtes, traquer les auteurs, les co-auteurs, les complices. On parle quand même de vindicte populaire. On parle d'une vingtaine de personnes qui se sont associées pour commettre un meurtre de voleurs, entre guillemets. Est-ce que c'est possible? Possible, oui, parce que, évidemment, à moins que ça ne change, comme c'est considéré comme un acte héroïque, ce qui ne devrait absolument pas être le cas, les gens prennent des photos, ils prennent des vidéos, ils sont même contents de se publier. Alors, ce que le gouvernement dit, c'est que tous les faits qui ne sont pas prescrits, c'est que toutes les photos qui circulent sur Facebook, sur WhatsApp, si le gouvernement veut vraiment aller au bout de sa logique, il suffit de récupérer les vidéos, les photos. Il y a des gens qu'on voit là-dessus, avec bidon en main, avec nœud en main, les héros, aujourd'hui. Il suffit de ressortir ces photos, ces vidéos, on identifie clairement des personnes. Si on veut être cohérent, on va aller les interpeller, on va les enfermer et on va ouvrir contre eux des procédures pour homicide volontaire. Toutes les personnes qui sont sur la photo qui observaient sont des complices pour non-assistance à cette personne en danger. Tous ceux qui ont relayé avec des commentaires montrant qu'ils sont contents vont être poursuivis pour une certaine complicité. Donc, c'est possible. Est-ce que le gouvernement et nos forces de l'ordre vont sincèrement aller là? Je n'en sais rien. D'accord. Mais c'est possible. D'accord. Venons-en aux insuffisances de la décision. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec une telle décision, le gouvernement est plutôt en train de redorer le blason des voleurs et leur dire allez un peu plus? Je pense que non, parce que vous savez, nous sommes aussi dans un monde. Nous sommes dans un monde et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout circule partout. On ne peut pas imaginer dans le monde aujourd'hui, avec les droits de l'homme, que le Bénin passe dans le monde pour le pays où tous les jours on massacre, on assassine, on brûle des individus peut-être qu'ils ont volé sans aucun procès. Ça donne de notre pays une image de barbarie, de sauvagerie qui est intolérable. Et un gouvernement qui se respecte, qui imagine vouloir attirer des investisseurs, qui va demander des financements internationaux, qui va travailler avec les organisations internationales, ne peut en aucun cas se permettre, même si elle pensait le contraire, de dire qu'elle trouve ça normal. À la limite, elle pourrait même être poursuivie au niveau de certaines instances internationales pour cela. Donc le gouvernement, de mon point de vue, n'avait pas le choix et a très bien fait de prendre cette position. Maintenant, les insuffisances de mon point de vue, c'est comme je dis, il faut régler la question de la cause. Il faut améliorer le système sécuritaire, mais je crois surtout qu'il faut équiper notre police des moyens de pouvoir mieux prouver les culpabilités afin que les criminels, une fois arrêtés, ne soient pas remis en circulation. Et qu'on leur donne des peines assez longues, par exemple de travaux forcés d'intérêt national, des choses comme ça, si tout cela est mis en place, je crois qu'on va pouvoir mettre au frais davantage et mettre hors d'état de nuit, parce que c'est la question, davantage de criminels. Et la population va pouvoir avoir moins de raisons d'en arriver à ces faits. Ça prend non seulement la volonté, ça prend des investissements, ça prend d'aller au bout aussi des condamnations, parce qu'après tout, écoutez, c'est pas parce qu'on est 20 à tuer quelqu'un qu'on n'a pas tué. Parce qu'il y a un autre côté des choses qu'il ne faut pas oublier. Oui. Un homme ordinaire, qui est vous et moi, qui mange avec vous, est capable de sang-froid, de prendre notre, même si c'est un voleur, de le brûler, de le découper, de le saucissonner. Ça veut dire qu'il a atteint un certain niveau d'insensibilité, de méchanceté qui est dangereux. C'est ce même genre de personne qui, en cas par exemple d'incident politique, va faire des braquages, va faire du vandalisme, va faire des casses. On ne peut pas non plus tolérer dans un pays que de manière spontanée, des citoyens se retrouvent et assassinent en public quelqu'un en applaudissant. Quand il y a là un niveau de barbarie que personnellement je ne suis pas prêt à accepter que mon pays ait atteint. Et donc je suis d'avis que le gouvernement doit le décourager, mais il faudrait qu'en amont le gouvernement prenne ses responsabilités de faire en sorte que les criminels soient interpellés, jugés et qu'ils ne soient pas relâchés pour narguer les citoyens. C'est effectivement quelque chose qui est indispensable si on veut que cette mesure du gouvernement soit cohérente. On vous a suivi du début jusqu'à là. Vous avez été avec des exemples, avec des propositions concrètes en même temps. Donc, inutile de vous demander ce qu'il faut faire pour en finir avec les vindictes populaires. Il faut déjà expliquer aux citoyens que tuer quelqu'un, c'est tuer quelqu'un. Et c'est pire que de voler. Il faut leur expliquer que plus on tue les voleurs, plus les voleurs seront agressifs et personne n'est en sécurité. Il faut leur expliquer que moi, je crois que c'est Dieu qui nous protège. Et qu'il faut s'en remettre un peu plus à Dieu. Il faut prendre autorité contre ces esprits mauvais qui agissent à travers les voleurs. Je pense qu'il faut en amont s'occuper mieux de nos enfants dans les familles et veiller à ce que les gens n'aient pas la vie qui fait finalement d'eux des voleurs. Il faut que la police soit équipée scientifiquement, juridiquement, pour pouvoir mieux appréhender les voleurs, ne pas les laisser en circulation, les garder s'il faut plus longtemps, avec par exemple des travaux d'intérêt national. Il faut poursuivre naturellement les gens qui continueront de faire ces crimes, parce que je suis sûr qu'il y a des cas où il va y avoir des règlements de compte. On peut accuser faussement quelqu'un et le lyncher en public sans que jamais il n'ait l'opportunité de prouver. Regardez au niveau politique. Combien d'hommes politiques on n'a pas, ou de directeurs on n'a pas arrêté, qu'on n'a pas incarcéré pour les libérer finalement, on se rend compte qu'il n'y avait rien contre eux. Alors, si le pouvoir politique
a le pouvoir d'arrêter n'importe qui, de le déférer, de le garder 2 ans, sans qu'il n'ait l'occasion de se défendre, pour en fait finalement faire un non-lieu, ça pose des problèmes de droit. Et je crois que tout le monde a intérêt à ce qu'il ne soit pas si simple que ça d'assassiner quelqu'un sans lui permettre de se défendre. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut sensibiliser les gens et il faut expliquer aux gens qu'on ne peut pas, parce que quelqu'un a volé, se rendre coupable du crime d'être meurtrier, parce que d'un point de vue divin, vous risquez encore plus l'enfer que le voleur. Et là, il parlait de divin et tout au long de son développement, vous avez entendu parler de Dieu, parce que ce que Edgar Gidigbi est, c'est parce qu'il est. Il est aussi fils spirituel du docteur évangéliste Mamadou Karambiri. Et Edgar Gidigbi est aussi homme politique. Et on est en droit, quand on reçoit Edgar Gidigbi sur un plateau, de lui demander comment est-ce qu'il fait la jonction entre la politique et la vie, et sa vie d'homme de Dieu. Alors je dirais déjà que je n'étais pas si je suis un homme politique, même quand j'étais à la présidence, je me définissais davantage comme un technicien au service des hommes politiques que comme un politique. D'accord. Donc politique au sens béninois du terme, je ne crois pas que je le sois. Je n'ai jamais fait de parti politique et je n'ai jamais été particulièrement attiré par les activités politiques. En tout cas, telle qu'elle se fait dans notre pays, la politique ne me plaît pas. Je trouve qu'on y perd du temps puisqu'on est utile à notre pays. D'accord. Mais j'ai toujours voulu apporter une contribution au développement de mon pays et je l'ai fait à la présidence, je l'ai fait avant la présidence, je le fais après la présidence. Je dois aussi dire que je ne connaissais pas Dieu. C'est vrai que j'allais à l'église, mais je n'avais pas une rencontre, une révélation personnelle de Dieu pendant que j'étais à la présidence. D'accord, j'ai rencontré Dieu après mon départ de la présidence. D'accord, Edgar. Comment est-ce que quelqu'un, quand même un titulaire du bac série C, disons un scientifique pur et dur, devient chrétien, devient évangéliste? Disons que j'étais non seulement un scientifique, j'étais un grand philosophe, j'ai fait des études de management, de leadership, bref, je me suis un peu comme mon père spécialisé dans toutes ces disciplines qui permettent d'avoir de l'impact sur les individus et les organisations. Je suis un passionné de changement, de réforme, donc je suis de ceux qui vivent pour transformer qualitativement les choses, qui sont en guerre contre l'échec comme un médecin en guerre contre la mort. Et disons que très tôt dans ma vie, j'avais à peine 26 ans quand je suis devenu conseiller du président, j'ai eu l'occasion de franchir différents échelons sociaux. J'ai été consultant, j'ai été formateur, patron d'entreprise, j'ai conseillé même des présidents, des ambassadeurs, je n'avais même pas 25 ans. Bref, j'ai eu rapidement l'occasion de me rendre compte que les outils en greffe humain, management, leadership, marketing, développement personnel qu'on nous a vendus, qu'on nous a enseignés pour transformer les choses ne marchaient pas. Qu'elles étaient du vent. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai démissionné de la présidence. J'estimais que je n'avais pas l'impact que je souhaitais avoir sur les choses. Donc quand j'ai démissionné de la présidence, j'ai divorcé dans le même moment. J'ai traversé un peu comme une période de désert, je rends grâce à Dieu, dans laquelle j'ai dû remettre en cause beaucoup de choses, dans laquelle j'ai dû me dire mais... Comme quoi c'est dans la douleur qu'on rencontre Dieu? Presque toujours, parce que l'homme par défaut est naturellement orgueilleux. Orgueilleux pas au sens de faire le vantard, mais au sens de croire qu'il peut s'en sortir seul. Et parfois quand Dieu vous aime, il doit vous confronter à vos impossibilités, vous mettre dans des impasses où vous n'avez d'autre choix que de dire franchement j'en peux plus rien, à part Dieu personne ne peut me sauver. Et là Dieu vous retourne et dit ah oui, tu veux essayer Dieu? Je dis oui, je suis scientifique. Et comment est-ce que Dieu vous a contacté vous? Alors moi dans mon cas j'étais un jour avec celle qui était à l'époque une de mes collaboratrices, qui est aujourd'hui mon épouse Hermione. Elle était ma directrice d'exploitation et nous avions énormément de problèmes à Global, on avait énormément de problèmes. Et un soir on discutait de nos dossiers, j'étais vraiment découragé. Et elle m'a dit, DG, je ne sais pas, est-ce que je peux proposer quelque chose? J'ai dit, bien sûr, au point où on en est, je ne refuserai rien. Elle dit, est-ce que je peux prier avec vous? Moi, j'étais catholique, je me dis, bon, elle va faire notre Père, je vous salue Marie, des choses comme ça. Je dis, pourquoi pas, au point où on en est, on a toujours besoin de Dieu, allez-y. Mais à ma grande surprise, et je précise qu'avant ça déjà, j'avais tellement de problèmes que déjà je ne croyais plus à l'église, parce qu'elle n'avait aucun impact sur ma vie. Elle n'avait manifestement, elle ne m'offrait aucune puissance, aucun levier de réussite. Et je voyais tous les jours mes frères catholiques aller chez les féticheurs, chez les visionnaires, chez les christianistes célestes, toujours aller chercher le pouvoir partout. Donc manifestement, il n'y en avait pas là. Et donc, mais j'avais la conviction, parce qu'à un moment de ma vie, je demandais à Dieu, mais révèle-toi moi. On me proposait les groupes ésotériques, les vitriaux, l'homme, les chambres noires, on m'a proposé tellement de choses. Parce qu'à un moment de votre vie, quand vous commencez à monter, que vous réalisez qu'en fait, tout n'est pas technique, tout n'est pas stratégique, vous sentez qu'il y a des leviers de puissance qui sont plus spirituels. Et vous commencez à y aspirer. Et on commence à vous faire des propositions. Mais heureusement, moi, j'ai reçu une éducation qui m'a rendu très allergique à tout ce qui est bizarre. Il faut se réveiller la nuit, sauter sur son pied, bref, tout ce qui est un peu ésotérique. Par exemple, on ne m'a jamais fait de scarification, on ne m'a jamais amené chez un féticheur. Donc, j'avais un peu du dégoût pour tout ce qui est ésotérique. Et donc, au fond de moi, j'avais la conviction que le Dieu de l'Église catholique était le vrai, mais qu'il y avait un problème. Donc, je me suis interdit d'aller à la messe, mais j'attendais que les messes se terminent et j'allais au Saint-Sacrement. Et je parlais à Dieu en disant à peu près, Seigneur, je suis sûr que tu es vivant, mais il y a quelque chose de faux. Révèle-moi qui tu es. Si tu ne le fais pas et que je choisis l'une des choses qu'on me propose là et que je me perds, si un jour je viens au ciel que tu me parles de l'enfer, je te rappellerai que je t'ai demandé aujourd'hui de te révéler.
j'ai découvert après qu'il était écrit dans la Bible, si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il a demandé à Dieu qui donne à tous sans les juger. J'ai appliqué ce principe-là inconsciemment. Donc c'est quelques jours après ces prières que je faisais que donc Hermione a voulu prier avec moi. Je lui ai dit, allez-y, prier. Et je l'ai vue, elle a commencé à prier. Mais ce n'était pas ça à quoi je m'attendais. Elle s'est mise à parler à Dieu. Elle invoquait Dieu, elle lui rappelait qui il était, elle lui rappelait ses promesses, elle lui demandait de les honorer. J'ai vu quelqu'un qui, comme un avocat, plaidait, raisonnait, discutait avec Dieu. Et pendant qu'elle faisait d'abord, j'ai été convaincu, je dis, voilà ce que je cherche. C'est le même Dieu, mais cette manière pragmatique, intelligente d'interagir avec lui me plaisait. Mais pendant qu'elle priait, j'ai ressenti comme jamais avant ça dans ma vie, une grande paix. J'ai compris après que c'est une visitation de cet esprit. Mes problèmes n'étaient pas techniquement réglés, mais je savais que là, j'avais trouvé ce qu'il fallait. Il y avait une assurance. Exactement. Et quand elle a terminé, je me suis mis à la bombarder de questions, elle a répondu à ce qu'elle pouvait, elle m'a invité son pasteur, pendant plusieurs jours on a fait des séances de travail, je les ai bombardées de questions, j'ai voulu comprendre, j'ai été fouillé, j'ai recherché, et depuis j'ai commencé à chercher Dieu, je l'ai rencontré, il m'a démontré des choses, je l'ai mis au défi, bref, j'ai toute une histoire avec Dieu où, comme je dis, j'ai passé Dieu au doute méthodique de Descartes, je ne suis pas le gars qui a cru bêtement parce qu'on m'a dit viens à l'église, j'ai cherché Dieu, j'ai discuté avec Dieu, et Dieu m'a convaincu point pour point. C'est pour ça que quand j'enseigne Dieu, j'ai une grande assurance parce que je suis probablement plus sceptique que la plupart des gens qui ne croient pas en Dieu aujourd'hui. Et si j'en viens sans être devenu bête, sans avoir renoncé à mes activités, sans être moins professionnel que qui que ce soit, à croire et enseigner Dieu, c'est parce que Dieu est passé par là et qu'il m'a démontré à quel point il est rationnel. Non, je ne suis pas sophiste parce que les sophistes sont des gens qui croient qu'à force de raisonnement, de rhétorique et de belles démonstrations, on établit la vérité. On peut très bien faire de belles démonstrations pour arriver à des conclusions fausses. J'ai été sophiste, j'étais philosophe, mais hélas, la vérité ne soit pas du sophisme. On peut convaincre quelqu'un par le sophisme, mais ce dont on convainc les gens n'est pas toujours vrai. Donc Edgar Guidibi n'est pas sophiste, mais ce qui... Il n'est plus sophiste. Il n'est plus sophiste, mais ce qu'il a été, c'est quand même le conseiller spécial de l'ex-président... Non, pas conseiller spécial, conseiller technique. Du conseil technique, autant pour moi, de l'ex-président du Bénin. Ouais. Et personne n'a compris le flou qu'il y a eu autour du départ de Edgar, qui nous révèle aujourd'hui que c'était une démission. C'était une démission. Pourquoi avoir démissionné? Pourquoi la bruyante vous? Pour plusieurs raisons. D'abord, ça n'a rien à voir avec mon épouse, parce que j'ai entendu dire, et les gens disent beaucoup, que c'était parce qu'il avait pris mon ex-épouse, complètement faux. J'ai divorcé parce que j'avais des choses à reprocher à mon ex-épouse. Mais le pauvre Yahi, je peux lui reprocher beaucoup de choses, mais pas ça, il n'y est pour rien. C'est vrai que sa maison maternelle fait face à la maison du président Akadiaou, et ça bien avant qu'il devienne président. Donc la proximité des deux maisons a contribué à ce que beaucoup de gens, la voyant rentrer dans la rue du président, déduisent qu'elle avait choisi le président. En tout cas, pour ma part, je n'ai aucune raison de le penser. Après, ça les concerne. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Je suis venu à Yahi, pas en tant que politicien. Comme je vous dis, je n'ai aucun attrait particulier pour la politique, mais je suis toujours quelqu'un de passionné par le changement, par la réforme, bien avant Yahi. Et il m'a vu comme tout le monde sur les télés, sur les médias. Il a voulu que je travaille avec lui dans ce sens, ce que j'ai accepté. Mais je suis un homme de vision, je voulais mettre en œuvre des changements, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais demandé la cellule de promotion et de gestion du changement. Parce que j'estimais, je lui ai dit dès le début que promouvoir le changement, c'est bien beau, c'est naturel que de vendre, mais je ne voulais pas vendre ce qui ne serait pas vrai. Donc je voulais en tant que manager, parce que je suis d'abord un consultant en management, avoir mon droit de regard sur les méthodes, la manière de conduire les choses. Parce que je lui ai dit, Monsieur le Président, vouloir changer les choses, c'est bon, mais ça dépendra non pas seulement de vos volontés, mais de la méthode. Et je voulais m'assurer que la méthode sera bonne. La vérité, c'est qu'il a préféré m'utiliser comme un porte-parole, comme un vendeur de ses idées, que comme un conseiller en méthode. Et tout ce que j'ai pu faire comme proposition pour que les méthodes soient améliorées n'était pas pris en compte. Je me retrouvais donc à voir faire des choses contre lesquelles j'étais en termes de méthode. À surtout être comptable des choses. D'une manière ou d'une autre, mais surtout je lui disais, Monsieur le Président, je suis entièrement d'accord avec votre vision, mais je conteste votre méthode. C'est l'une des choses que je lui ai dit en partant. Je n'étais pas d'accord avec cette méthode, trop brouillonne, trop improvisée, trop précipitée, dans laquelle le leadership n'était pas bon, dans laquelle aucune règle de gestion sérieuse, de planification n'était faite. Et je me suis constamment battu contre cela. Et non seulement je n'étais pas écouté, on faisait du n'importe quoi, mais il fallait que j'aille défendre que ce n'importe quoi était bon. À un moment donné, j'ai estimé que je ne voulais pas continuer de me compromettre. Je n'étais pas fier de moi. Et comme j'avais 1000 choses à faire, que Dieu m'a donné la grâce de pouvoir faire beaucoup de choses, je lui ai dit, je ne sais pas être hypocrite. Je ne suis pas là pour gagner quoi que ce soit. Je suis là parce que j'y croyais. J'ai d'ailleurs mis ma vie. J'ai tout risqué sans aucun calcul. Mais si ce n'est pas pour faire ce qui est bon, je ne sais pas être hypocrite de rester à côté de vous à cause de l'intérêt. Je préfère officiellement démissionner parce que je ne veux pas être là sans vous accompagner. Or, si c'est ça votre méthode, je ne suis pas prêt à l'accompagner. Donc, votre ex-épouse n'en est pour rien du tout pour la brouille. C'est vrai qu'il y a eu un concours de circonstances à peu près entre la période, ça faisait à peu près mes 30 ans,
J'ai, disons, fait le bilan de ma vie. Je me suis rendu compte que je perdais mon temps à la présidence, j'ai démissionné. Je me suis rendu compte que j'étais malheureux dans mon couple, ce qui n'est pas de mon genre, alors j'ai démissionné aussi de là. Donc les deux ont été ensemble. De démission de la présidence et en même temps du foyer, de l'ex-foyer. Mais Edgar Guidibi, beaucoup vous taguent d'être le fils à papa. Est-ce que votre poste de conseiller, vous le devriez à papa? Il a appris, comme tout le monde, par les médias que j'étais nommé. Il a déjà toujours été contre ma nomination. Il a estimé que c'était trop dangereux pour moi. Et quand j'ai démissionné, il était le plus heureux. Donc évidemment, comme toujours, les gens disent ce qu'ils ne savent pas. Donc il est quand même dans son rôle de protecteur. Donc le fils à papa, vous l'êtes un peu quand même. Tout le monde est fils de son père. Je suis fier d'avoir le père que j'ai. Et je pense qu'il a fait de moi quelque chose dont je peux être heureux. Alors oui, je suis le fils de mon père. Je ne suis pas un fils gâté de mon père, mais heureux d'être le fils de mon père. Merci beaucoup Edgar Guidibi. Non au crime, non à la peine de mort, non à la vindicte populaire au Bénin. Et ma brouille n'est pas issue d'une quelconque aventure entre le président de la République, Boni Yayi, et mon épouse. Autant d'informations qu'on a pu tirer de Edgar Guidibi, qui était l'invité cette semaine de Esaü TV. Merci de nous avoir suivis et à une autre émission.